La conquête de Plassans, partie 3, chapitre 6. Le lendemain soir, vers 9 heures, l'abbé Bourrette vint prendre l'abbé Faujas. Il lui avait promis d'être son introducteur, de le présenter dans le salon des Rougons. Comme il le trouva prêt, debout au milieu de sa grande chambre nue, mettant des gants noirs blanchis au bout de chaque doigt, il le regarda avec une légère grimace. « Est-ce que vous n'avez pas une autre soutane ?» demanda-t-il. « Non, » répondit tranquillement l'abbé Faujas. « Celle-ci est encore convenable, je crois. »« Sans doute, balbutia le vieux prêtre. « Il fait un froid très vif. Vous ne mettez rien sur vos épaules. »« Alors, partons. » On était aux premières gelées. L'abbé Bourrette, chaudement enveloppé dans une douillette de soie, s'essouffla à suivre l'abbé Faujas, qui n'avait sur les épaules que sa mince soutane usée. Ils s'arrêtèrent au coin de la place de la sous-préfecture et de la rue de la Banne, devant une maison toute de pierre blanche, une des belles bâtisses de la ville neuve, avec des rosaces sculptées à chaque étage. Un domestique en habit bleu les reçut dans le vestibule. Il sourit à l'abbé Bourrette en lui enlevant la douillette, et parut très surpris à la vue de l'autre abbé, de ce grand diable taillé à coups de hache, sorti sans manteau par un froid pareil. Le salon était au premier étage. L'abbé Faujas entra, la tête haute, avec une aisance grave, tandis que l'abbé Bourrette, très ému lorsqu'il venait chez les Rougons, bien qu'il ne manquât pas une de leurs soirées, se tirait d'affaire en s'échappant dans une pièce voisine. Lui traversa lentement tout le salon pour aller saluer la maîtresse de la maison, qu'il avait devinée au milieu d'un groupe de 5 ou 6 dames. Il dut se présenter lui-même. Il le fit en 3 paroles. Félicité s'était levée vivement. Elle l'examinait des pieds à la tête, d'un œil prompt, revenant au visage, lui fouillant les yeux de son regard de fouine, tout en murmurant avec un sourire. « Je suis charmée, monsieur l'abbé, je suis vraiment charmée. » Cependant, le passage du prêtre, au milieu du salon, avait causé un étonnement. Une jeune femme, ayant levé brusquement la tête, eut même un geste contenu de terreur, en apercevant cette masse noire devant elle. L'impression fut défavorable. Il était trop grand, trop carré des épaules. Il avait la face trop dure, les mains trop grosses. Sous la lumière crue du lustre, sa soutane apparut si lamentable que les dames eurent une sorte de honte à voir un abbé si mal vêtu. Elles ramenèrent leurs éventails, elles se remirent à chuchoter en affectant de tourner le dos. Les hommes avaient échangé des coups d'œil avec une moue significative. Félicité sentit le peu de bienveillance de cet accueil. Elle en sembla irritée. Elle resta debout au milieu du salon, haussant le ton, forçant ses invités à entendre les compliments qu'elle adressait à l'abbé Faujas. « Ce cher Bourrette, disait-elle avec des cajoleries dans la voix, m'a conté le mal qu'il avait eu à vous décider. Je vous en garde rancune, monsieur. Vous n'avez pas le droit de vous dérober ainsi au monde. » Le prêtre s'inclinait sans répondre. La vieille dame continua en riant avec une intention particulière dans certains mots. « Je vous connais plus que vous ne croyez, malgré vos soins à nous cacher vos vertus. On m'a parlé de vous. Vous êtes un saint, et je veux être votre ami. Nous causerons de tout ceci, n'est-ce pas? Car maintenant vous êtes des nôtres. » L'abbé Faujas la regarda fixement, comme s'il avait reconnu dans la façon dont elle manœuvrait son éventail quelques signes maçonniques. Il répondit en baissant la voix. « Madame, je suis à votre entière disposition. »« C'est bien ainsi que je l'entends, » reprit-elle en riant plus haut. « Vous verrez que nous voulons ici le bien de tout le monde. Mais venez, je vous présenterai. Je vous présenterai à monsieur Rougon. » Elle traversa le salon, dérangea plusieurs personnes pour ouvrir un chemin à l'abbé Faujas, lui donna une importance qui acheva de mettre contre lui toutes les personnes présentes. Dans la pièce voisine,
des tables de whist étaient dressées. Elle alla droit à son mari, qui jouait avec la mine grave d'un diplomate. Il fit un geste d'impatience lorsqu'elle se pencha à son oreille. Mais, dès qu'elle lui eut dit quelques mots, il se leva avec vivacité. « Très bien, murmura-t-il. Et, s'étant excusé auprès de ses partenaires, il vint serrer la main de l'abbé Faujas. Rougon était alors un gros homme blême, de 70 ans. Il avait pris une mine solennelle de millionnaire. On trouvait généralement, à Plassans, qu'il avait une belle tête, une tête blanche et muette de personnage politique. Après avoir échangé avec le prêtre quelques politesses, il reprit sa place à la table de jeu. Félicité, toujours souriante, venait de rentrer dans le salon. Quand l'abbé Faujas fut enfin seul, il ne parut pas embarrassé le moins du monde. Il resta un instant debout, à regarder les joueurs. En réalité, il examinait les tentures, le tapis, le meuble. C'était un petit salon couleur bois, avec 3 corps de bibliothèque en poirier noirci, ornés de baguettes de cuivre, qui occupaient les 3 grands panneaux de la pièce. On eût dit le cabinet d'un magistrat. Le prêtre, qui tenait sans doute à faire une inspection complète, traversa de nouveau le grand salon. Il était vert, très sérieux également, mais plus chargé de dorures, tenant à la fois de la gravité administrative d'un ministère et du luxe tapageur d'un grand restaurant. De l'autre côté se trouvait encore une sorte de boudoir, où Félicité recevait dans la journée. Un boudoir paille, avec un meuble brodé de ramages violets, si encombré de fauteuils, de poufs, de canapés, qu'on pouvait à peine y circuler. L'abbé Faujas s'assit au coin de la cheminée, faisant mine de se chauffer les pieds. Il était placé de façon à voir, par une porte grande ouverte, une bonne moitié du salon vert. L'accueil si gracieux de madame Rougon le préoccupait. Il fermait les yeux à demi, s'appliquant à quelques problèmes dont la solution lui échappait. Au bout d'un instant, dans sa rêverie, il entendit derrière lui un bruit de voix. Son fauteuil à dossier énorme le cachait entièrement et il baissa les paupières davantage. Il écouta, comme ensommeillé par la forte chaleur du feu. « Je suis allé une seule fois chez eux, dans ce temps-là, » continuait une voix grasse. « Ils demeuraient en face, de l'autre côté de la rue de la Banne. Vous deviez être à Paris, car tout Plassans a connu le salon jaune des Rougon à cette époque. Un salon lamentable, avec du papier citron à 15 sous le rouleau et un meuble recouvert de velours d'Utrecht, dont les fauteuils boitaient. Regardez-la donc maintenant, cette noiraude, en satin marron, là-bas, sur ce pouf. Voyez comme elle tend la main au petit de Langres. Ma parole, elle va là lui donner à baiser. » Une voix plus jeune ricana en murmurant. « Ils ont dû joliment voler pour avoir un si beau salon vert, car vous savez que c'est le plus beau salon de la ville. » « La dame, » reprit l'autre, « a toujours eu la passion de recevoir. Quand elle n'avait pas le sou, elle buvait de l'eau pour offrir le soir des verres de limonade à ses invités. Oh, je les connais sur le bout du doigt. Les Rougon, je les ai suivis. Ce sont des gens très forts. Ils avaient une rage d'appétit à jouer du couteau au coin d'un bois. Le coup d'État les a aidés à satisfaire un rêve de jouissance qui les torturait depuis 40 ans. Aussi, quelle gloutonnerie, quelle indigestion de bonnes choses. Tenez, cette maison qu'ils habitent aujourd'hui appartenait alors à un monsieur Pérotte, receveur particulier, qui fut tué à l'affaire de Sainte-Roure, lors de l'insurrection de 51. Oui, ma foi, ils ont eu toutes les chances. Une balle égarée les a débarrassés de cet homme gênant dont ils ont hérité. Eh bien, entre la maison et la charge du receveur, Félicité aurait certainement choisi la maison. Elle la couvait des yeux depuis près de 10 ans, prise d'une envie furieuse de femme grosse, se rendant malade à regarder les rideaux riches qui pendaient derrière les glaces des fenêtres. C'étaient ses Tuileries, à elle,
selon le mot qui courut à Plassans après le 2 décembre. Mais où ont-ils pris l'argent pour acheter la maison? Ah, ceci, mon brave, c'est la bouteille à l'encre. Leur fils Eugène, celui qui a fait à Paris une fortune politique si étonnante, député, ministre, conseiller familier des Tuileries, obtint facilement une recette particulière et la croix pour son père, qui avait joué ici une bien jolie farce. Quant à la maison, elle aura été payée à l'aide d'arrangements. Ils auront emprunté à quelques banquiers. En tout cas, aujourd'hui, ils sont riches. Ils tripotent, ils rattrapent le temps perdu. J'imagine que leur fils est resté en correspondance avec eux, car ils n'ont pas encore commis une seule bêtise. La voix se tut, pour reprendre presque aussitôt avec un rire étouffé. Non, je ris malgré moi, lorsque je lui vois faire ses mines de duchesse, cette sacrée cigale de Félicité. Je me rappelle toujours le salon jaune, avec son tapis usé, ses consoles sales, la mousseline de son petit lustre couverte de chiures de mouches. La voilà qui reçoit les demoiselles Rastoil à présent. Hein, comme elle manœuvre la queue de sa robe. Cette vieille-là, mon brave, crèvera un soir de triomphe, au milieu de son salon vert. L'abbé Faujas avait roulé doucement la tête, de façon à voir ce qui se passait dans le grand salon. Il y aperçut madame Rougon, vraiment superbe, au milieu du cercle qui l'entourait. Elle semblait grandir sur ses pieds de naine et courber toutes les échines autour d'elle, d'un regard de reine victorieuse. Par instants, une courte pâmoison faisait battre ses paupières dans les reflets d'or du plafond, dans la douceur grave des tentures. « Ah, voici votre père, » dit la voix grasse. « Voici ce bon docteur qui entre. C'est bien surprenant que le docteur ne vous ait pas raconté ces choses. Il en sait plus long que moi. »« Eh, mon père a peur que je ne le compromette, » reprit l'autre gaiement. « Vous savez qu'il m'a maudit, en jurant que je lui ferais perdre sa clientèle. Je vous demande pardon. J'aperçois les fils Maffre. Je vais leur serrer la main. » Il y eut un bruit de chaises, et l'abbé Faujas vit un grand jeune homme, au visage déjà fatigué, traverser le petit salon. L'autre personnage, celui qui accommodait si allègrement les Rougon, se leva également. Une dame qui passait se laissa dire par lui des choses fort douces. Elle riait, elle l'appelait « ce cher monsieur de Condamine ». Le prêtre reconnut alors le bel homme de 60 ans que Mouret lui avait montré dans le jardin de la sous-préfecture. Monsieur de Condamine vint s'asseoir à l'autre coin de la cheminée. Là, il fut tout surpris d'apercevoir l'abbé Faujas, que le dossier du fauteuil lui avait caché. Mais il ne se déconcerta nullement. Il sourit, et avec un aplomb d'homme aimable, « Monsieur l'abbé, dit-il, je crois que nous venons de nous confesser sans le vouloir. C'est un gros péché, n'est-ce pas, que de médire du prochain. Heureusement que vous étiez là pour nous absoudre. » L'abbé, si maître qu'il fût de son visage, ne put s'empêcher de rougir légèrement. Il entendit à merveille que monsieur de Condamine lui reprochait d'avoir retenu son souffle pour écouter. Mais celui-ci n'était pas homme à garder rancune à un curieux, au contraire. Il fut ravi de cette pointe de complicité qu'il venait de mettre entre le prêtre et lui. Cela l'autorisait à causer librement, à tuer la soirée en racontant l'histoire scandaleuse des personnes qui étaient là. C'était son meilleur régal. Cet abbé, nouvellement arrivé à Plassans, lui semblait un excellent auditeur. D'autant plus qu'il avait une vilaine mine d'homme bon à tout entendre, et qu'il portait une soutane vraiment trop usée pour que les confidences qu'on se permettrait avec lui pussent tirer à conséquence. Au bout d'un quart d'heure, monsieur de Condamine s'était mis tout à l'aise. Il expliquait Plassans à l'abbé Faujas, avec sa grande politesse d'homme du monde. « Vous êtes étranger parmi nous, monsieur l'abbé, disait-il. Je serais enchanté si je vous étais bon à quelque chose. Plassans est une petite ville où l'on s'accommode un trou à la longue. Moi, je suis des environs de Dijon. Eh bien,
Lorsqu'on m'a nommé ici conservateur des eaux et forêts, je détestais le pays. Je m'y ennuyais à mourir. C'était à la veille de l'Empire. Après 51, surtout, la province n'a rien eu de gai, je vous assure. Dans ce département, les habitants avaient une peur de chien. La vue d'un gendarme les aurait fait rentrer sous terre. Cela s'est calmé peu à peu. Ils ont repris leur train-train habituel et, ma foi, j'ai fini par me résigner. Je vis au dehors, je fais de longues promenades à cheval, je me suis créé quelques relations. Il baissa la voix, il continua d'un ton confidentiel. Si vous m'en croyez, monsieur l'abbé, vous serez prudent. Vous ne vous imaginez pas dans quel guêpier j'ai failli tomber. Plassans est divisé en 3 quartiers absolument distincts. Le vieux quartier, où vous n'aurez que des consolations et des aumônes à apporter, le quartier Saint-Marc, habité par la noblesse du pays, un lieu d'ennui et de rancune, dont vous ne sauriez trop vous méfier, et la ville neuve, le quartier qui se bâtit en ce moment encore autour de la sous-préfecture, le seul possible, le seul convenable. Moi, j'avais commis la sottise de descendre dans le quartier Saint-Marc, où je pensais que mes relations devaient m'appeler. Ah bien, oui, je n'ai trouvé que des douairières sèches comme des échalas et des marquis conservés sur de la paille. Tout ce monde pleure le temps où Berthe filait. Pas la moindre réunion, pas un bout de fête. Une conspiration sourde contre l'heureuse paix dans laquelle nous vivons. J'ai manqué me compromettre, ma parole d'honneur. Pecker s'est moqué de moi. Monsieur Pecker Dessolets, notre sous-préfet, vous le connaissez. Alors j'ai passé le cours Sauvert. J'ai pris un appartement là, sur la place. Voyez-vous, à Plassans, le peuple n'existe pas. La noblesse est indécrottable. Il n'y a de tolérables que quelques parvenus, des gens charmants qui font beaucoup de frais pour les hommes en place. Notre petit monde de fonctionnaires est très heureux. Nous vivons entre nous, à notre guise, sans nous soucier des habitants, comme si nous avions planté notre tente en pays conquis. Il eut un rire de satisfaction, s'allongeant davantage, présentant ses semelles à la flamme. Puis, il prit un verre de punch sur le plateau d'un domestique qui passait, but lentement, tout en continuant à regarder l'abbé Faujas du coin de l'œil. Celui-ci sentit que la politesse exigeait qu'il trouvât une phrase. « Cette maison paraît fort agréable, dit-il, en se tournant à demi vers le salon vert, où les conversations s'animaient. « Oui, oui, répondit monsieur de Condamine, qui s'arrêtait de temps à autre pour avaler une petite gorgée de punch. Les Rougons nous font oublier Paris. On ne se croirait jamais à Plassans, ici. C'est le seul salon où l'on s'amuse, parce que c'est le seul où toutes les opinions se coudoient. Pecker a également des réunions fort aimables. Ça doit leur coûter bon, aux Rougons, et ils ne touchent pas des frais de bureau comme Pecker. Mais ils ont mieux que ça. Ils ont les poches des contribuables. » Cette plaisanterie l'enchanta. Il posa sur la cheminée le verre vide qu'il tenait à la main. Et, se rapprochant, se penchant, « Ce qu'il y a d'amusant, ce sont les comédies continuelles qui se jouent. Si vous connaissiez les personnages. Vous voyez madame Rastoil, là-bas, au milieu de ces 2 filles, cette dame de 45 ans environ, celle qui a cette tête de brebis bêlante. Eh bien, avez-vous remarqué le battement de ses paupières lorsque Delangre est venu s'asseoir en face d'elle? Ce monsieur qui a l'air d'un polichinelle, ici, à gauche. Ils se sont connus intimement il y a quelque 10 ans. On dit qu'une des 2 demoiselles est de lui, mais on ne sait plus bien laquelle. Le plus drôle est que Delangre, vers la même époque, a eu de petits ennuis avec sa femme. On raconte que sa fille est d'un peintre que tout Plassans connaît. L'abbé Faujas avait cru devoir prendre une mine grave pour recevoir de pareilles confidences. Il fermait complètement les paupières. Il semblait ne plus entendre. Monsieur de Condamine reprit, comme pour se justifier. « Si je me permets de parler ainsi de Delangre, c'est que je le connais beaucoup. Il est diantrement fort, ce diable d'homme. Je crois que son père était maçon.
Il y a une quinzaine d'années, il plaidait les petits procès dont les autres avocats ne voulaient pas. Madame Rastoil l'a positivement tiré de la misère. Elle lui envoyait jusqu'à Dubois l'hiver, pour qu'il eût bien chaud. C'est par elle qu'il a gagné ses premières causes. Remarquez que Delangre avait alors l'habileté de ne montrer aucune opinion politique. Aussi, en 52, lorsqu'on a cherché un maire, a-t-on immédiatement songé à lui. Lui seul pouvait accepter une pareille situation sans effrayer aucun des 3 quartiers de la ville. Depuis ce temps, tout lui a réussi. Il a le plus bel avenir. Le malheur est qu'il ne s'entend guère avec Pécœur. Ils discutent toujours ensemble sur des bêtises. Il s'arrêta en voyant revenir le grand jeune homme avec lequel il causait un instant auparavant. « Monsieur Guillaume Porquier, dit-il en le présentant à l'abbé, le fils du docteur Porquier. » Puis, lorsque Guillaume se fut assis, il lui demanda en ricanant. « Eh bien, qu'avez-vous vu de beau là, à côté ?»« Rien, assurément, » répondit le jeune homme d'un ton plaisant. « J'ai vu les paloques. Madame Rougon tâche toujours de les mettre derrière un rideau pour éviter des malheurs. Une femme grosse qui les a aperçus un jour sur le cours a failli avorter. Paloc ne quitte pas des yeux le président Rastoil, espérant sans doute le tuer d'une peur rentrée. Vous savez que ce monstre de Paloc compte mourir président ? » Tous deux s'égayèrent. La laideur des Palocs était un sujet d'éternelle moquerie dans le petit monde des fonctionnaires. Le fils Porquier continua, en baissant la voix. « J'ai vu aussi monsieur de Bourdeux. Ne trouvez-vous pas que le personnage a encore maigri depuis l'élection du marquis de la Griffoul ? Jamais Bourdeux ne se consolera de n'être plus préfet. Il a mis sa rancune d'orléaniste au service des légitimistes, dans l'espoir que cela le mènerait droit à la Chambre, où il rattraperait la préfecture tant regrettée. Aussi est-il horriblement blessé de ce qu'on lui a préféré le marquis, un sot, un âne batté, qui ne sait pas 3 mots de politique, tandis que lui, Bourdeux, est très fort, tout à fait fort. Il est assommant, Bourdeux, avec sa redingote boutonnée et son chapeau plat de doctrinaire, dit monsieur de Condamine en haussant les épaules. Si on les laissait aller, ces gens-là feraient de la France une Sorbonne d'avocats et de diplomates, où l'on s'ennuierait ferme, je vous assure. Ah, je voulais vous dire, Guillaume, on m'a parlé de vous. Il paraît que vous menez une jolie vie. Moi ? S'écria le jeune homme en riant. Vous-même, mon brave. Et remarquez que je tiens les choses de votre père. Il est désolé, il vous accuse de jouer, de passer la nuit au cercle et ailleurs. Est-il vrai que vous ayez découvert un café borgne, derrière les prisons, où vous allez, avec toute une bande de chenapans, faire un train d'enfer ? On m'a même raconté. Monsieur de Condamine, voyant entrer 2 dames, continua tout bas à l'oreille de Guillaume, qui faisait des signes affirmatifs en pouffant de rire. Celui-ci, pour ajouter sans doute quelques détails, se pencha à son tour. Et tous deux, se rapprochant, les yeux allumés, se régalèrent longtemps de cette anecdote qu'on ne pouvait risquer devant les dames. Cependant, l'abbé Faujas était resté là. Il n'écoutait plus. Il suivait les mouvements de monsieur Delangre, qui s'agitait fort dans le salon vert, prodiguant les amabilités. Ce spectacle l'absorbait au point qu'il ne vit pas l'abbé Bourrette l'appelant de la main. L'abbé dut venir le toucher au bras en le priant de le suivre. Il le mena jusque dans la pièce où l'on jouait, avec les précautions d'un homme qui a quelque chose de délicat à dire. « Mon ami, murmura-t-il, quand ils furent seuls dans un coin, vous êtes excusable, c'est la première fois que vous venez ici. Mais je dois vous avertir, vous vous êtes compromis beaucoup en causant si longtemps avec les personnes que vous quittez. » Et, comme l'abbé Faujas le regardait, très surpris, « Ces personnes ne sont pas bien vues. Certes, je n'entends pas les juger. Je ne veux entrer dans aucune médisance. Par amitié pour vous, je vous avertis, voilà tout. » Il voulait s'éloigner, mais l'autre le retint, en lui disant vivement
Vous m'inquiétez, cher monsieur Bourrette. Expliquez-vous, je vous en prie. Il me semble que, sans médire, vous pouvez me fournir des éclaircissements. Eh bien, reprit le vieux prêtre après une hésitation, le jeune homme, le fils du docteur Porquier, fait la désolation de son honorable père et donne les plus mauvais exemples à la jeunesse studieuse de Plassans. Il n'a laissé que des dettes à Paris. Il met ici la ville sans dessus-dessous. Quant à monsieur de Condamine, il s'arrêta de nouveau, embarrassé par les choses énormes qu'il avait à raconter. Puis, baissant les paupières, « Monsieur de Condamine est leste en paroles, et je crains qu'il n'ait pas de sens moral. Il ne ménage personne. Il scandalise toutes les âmes honnêtes. Enfin, je ne sais trop comment vous apprendre cela. Il aurait fait, dit-on, un mariage peu honorable. Vous voyez cette jeune femme, qui n'a pas 30 ans, celle qui est si entourée. Eh bien, il nous l'a ramenée un jour à Plassans, on ne sait trop d'où. Dès le lendemain de son arrivée, elle était toute puissante ici. C'est elle qui a fait décorer son mari et le docteur Porquier. Elle a des amis à Paris. Je vous en prie, ne répétez point ces choses. Madame de Condamine est très aimable, très charitable. Je vais quelquefois chez elle. Je serais désolé qu'elle me crût son ennemie. Si elle a des fautes à se faire pardonner, notre devoir, n'est-ce pas, est de l'aider à revenir au bien. Quant au mari, entre nous, c'est un vilain homme. Soyez froid avec lui. » L'abbé Faujas regardait le digne Bourrette dans les yeux. Il venait de remarquer que madame Rougon suivait de loin leur entretien d'un air préoccupé. « Est-ce que ce n'est pas madame Rougon qui vous a prié de me donner un bon avis ?» demanda-t-il brusquement au vieux prêtre. « Tiens, comment savez-vous cela ?» s'écria celui-ci, très étonné. « Elle m'avait prié de ne pas parler d'elle. Mais, puisque vous avez deviné, c'est une bonne personne, qui serait bien chagrine de voir un prêtre faire mauvaise figure chez elle. Elle est malheureusement forcée de recevoir toutes sortes de gens. » L'abbé Faujas remercia, en promettant d'être prudent. Les joueurs, autour d'eux, n'avaient pas levé la tête. Il rentra dans le grand salon, où il se sentit de nouveau dans un milieu hostile. Il constata même plus de froideur, plus de mépris muet. Les jupes s'écartaient sur son passage, comme s'il avait dû les salir. Les habits noirs se détournaient, avec de légers ricanements. Lui garda une sérénité superbe. Ayant cru entendre prononcer avec affectation le mot de Besançon, dans le coin de la pièce où trônait madame de Condamine, il marcha droit au groupe formé autour d'elle. Mais, à son approche, la conversation tomba nette, et tous les yeux le dévisagèrent, luisant d'une curiosité méchante. On parlait sûrement de lui, on racontait quelque vilaine histoire. Alors, comme il se tenait debout, derrière les demoiselles Rastoil, qui ne l'avaient point aperçu, il entendit la plus jeune demander à l'autre. « Qu'a-t-il donc fait à Besançon, ce prêtre dont tout le monde parle ?»« Je ne sais trop, » répondit l'aîné. « Je crois qu'il a failli étrangler son curé dans une querelle. Papa dit aussi qu'il s'est mêlé d'une grande affaire industrielle qui a mal tourné. Mais il est là, n'est-ce pas, dans le petit salon. On vient de le voir rire avec monsieur de Condamine. Alors, s'il rit avec monsieur de Condamine, on a raison de se méfier de lui. » Ce bavardage des deux demoiselles mit une sueur aux tempes de l'abbé Faujas. Il ne sourcilla pas, sa bouche s'amincit, ses joues prirent une teinte terreuse. Maintenant, il entendait le salon entier parler du curé qu'il avait étranglé, des affaires véreuses dont il s'était mêlé. En face de lui, M. de Langres et le docteur Porquier restaient sévères. M. de Bourdeau avait une moue de dédain en causant bas avec une dame. M. Maffre, le juge de paix, le regardait en dessous, dévotement le flairant de loin, avant de se décider à mordre. Et, à l'autre bout de la pièce, le ménage Paloc, les deux monstres,
allongeaient leurs visages couturés par le fiel, où s'allumait la joie mauvaise de toutes les cruautés colportées à voix basse. L'abbé Faujas recula lentement, en voyant madame Rastoil, debout à quelques pas, revenir s'asseoir entre ses deux filles, comme pour les mettre sous son aile et les protéger de son contact. Il s'accouda au piano, qu'il trouva derrière lui. Il demeura là, le front haut, la face dure et muette, comme une face de pierre. Décidément, il y avait complot. On le traitait en paria. Dans son immobilité, le prêtre dont les regards fouillaient le salon, sous ses paupières à demi closes, eut un geste aussitôt réprimé. Il venait d'apercevoir, derrière une véritable barricade de jupes, l'abbé Fenil, allongé dans un fauteuil, souriant discrètement. Leurs yeux s'étant rencontrés, ils se regardèrent pendant quelques secondes, de l'air terrible de deux duellistes engageant un combat à mort. Puis il se fit un bruit d'étoffe, et le grand vicaire disparut de nouveau dans les dentelles des dames. Cependant, Félicité avait manœuvré habilement pour s'approcher du piano. Elle y installa l'aînée des demoiselles Rastoil, qui chantait agréablement la romance. Puis, lorsqu'elle put parler sans être entendue, attirant l'abbé Faujas dans l'embrasure d'une fenêtre. « Qu'avez-vous donc fait à l'abbé Fenil ?» lui demanda-t-elle. Ils continuèrent à voix très basse. Le prêtre, d'abord, avait feint la surprise. Mais, lorsque madame Rougon eut murmuré quelques paroles qu'elle accompagnait de haussements d'épaules, il parut se livrer. Il causa. Ils souriaient tous les deux, semblaient échanger des politesses, tandis que l'éclat de leurs yeux démentait cette banalité jouée. Le piano se tut, et il fallut que l'aînée des demoiselles Rastoil chantât la colombe du soldat, qui avait alors un grand succès. « Votre début est tout à fait malheureux, » murmurait Félicité. « Vous vous êtes rendu impossible. Je vous conseille de ne pas revenir ici de quelque temps. Il faut vous faire aimer, entendez-vous ? Les coups de force vous perdraient. » L'abbé Faujas restait songeur. « Vous dites que ces vilaines histoires ont dû être racontées par l'abbé Fenil ? Demanda-t-il. « Oh, il est trop fin pour se mettre ainsi en avant. Il aura soufflé ces choses dans l'oreille de ses pénitentes. Je ne sais s'il vous a deviné, mais il a peur de vous, cela est certain. Il va vous combattre par toutes les armes imaginables. Le pis est qu'il confesse les personnes les plus comme il faut de la ville. C'est lui qui a fait nommer le marquis de la Griffoul. » « J'ai eu tort de venir à cette soirée, » laissa échapper le prêtre. Félicité pinça les lèvres. Elle reprit vivement. « Vous avez eu tort de vous compromettre avec un homme tel que ce Condamin. Moi, j'ai fait pour le mieux. Lorsque la personne que vous savez m'a écrit de Paris, j'ai cru vous être utile en vous invitant. Je m'imaginais que vous sauriez vous faire ici des amis. C'était un premier pas. Mais, au lieu de chercher à plaire, vous fâchez tout le monde contre vous. Tenez, excusez ma franchise, je trouve que vous tournez le dos au succès. Vous n'avez commis que des fautes, en allant vous loger chez mon gendre, en vous claquemurant chez vous, en portant une soutane qui fait la joie des gamins dans les rues. » L'abbé Faujas ne put retenir un geste d'impatience. Il se contenta de répondre. « Je profiterai de vos bons conseils. Seulement, ne m'aidez pas. Cela gâterait tout. »« Oui, cette tactique est prudente, » dit la vieille dame. « Ne rentrez dans ce salon que triomphant. Un dernier mot, cher monsieur. La personne de Paris tient beaucoup à votre succès, et c'est pourquoi je m'intéresse à vous. Eh bien, croyez-moi, ne vous faites pas terrible, soyez aimable, plaisez aux femmes. Retenez bien ceci, plaisez aux femmes, si vous voulez que Plassans soit à vous. » L'aînée des demoiselles Rastoil achevait sa romance, en plaquant un dernier accord. On applaudit discrètement. Madame Rougon avait quitté l'abbé Faujas pour féliciter la chanteuse. Elle se tint ensuite au milieu du salon, donnant des poignées de main aux invités qui commençaient à se retirer.
Il était 11 heures. L'abbé fut très contrarié lorsqu'il s'aperçut que le digne Bourrette avait profité de la musique pour disparaître. Il comptait s'en aller avec lui, ce qui devait lui ménager une sortie convenable. Maintenant, s'il partait seul, c'était un échec absolu. On raconterait le lendemain, dans la ville, qu'on l'avait jeté à la porte. Il se réfugia de nouveau dans l'embrasure d'une fenêtre, épiant une occasion, cherchant un moyen de faire une retraite honorable. Cependant, le salon se vidait. Il n'y avait plus que quelques dames. Alors, il remarqua une personne fort simplement mise. C'était madame Mouret, rajeunie par des bandeaux légèrement ondulés. Elle le surprit beaucoup par son tranquille visage, où deux grands yeux noirs semblaient dormir. Il ne l'avait pas aperçue de la soirée. Elle était sans doute restée dans son coin, sans bouger, contrariée de perdre ainsi le temps, les mains sur les genoux, à ne rien faire. Comme il l'examinait, elle se leva pour prendre congé de sa mère. Celle-ci goûtait une de ses joies les plus aiguës, à voir le beau monde de Plassans s'en aller avec des révérences, la remerciant de son punch, de son salon vert, des heures agréables qu'il venait de passer chez elle. Et elle pensait qu'autrefois le beau monde lui marchait sur la chair, selon sa rude expression, tandis que, à cette heure, les plus riches ne trouvaient pas de sourire assez tendre pour cette chère madame Rougon. « Ah, madame, murmurait le juge de paix, Maffre, on oublie ici la marche des heures. » Vous seule savez recevoir dans ce pays de loups, chuchotait la jolie madame de Condamine. Nous vous attendons à dîner demain, disait monsieur Delangre. Mais à la fortune du pot, nous ne faisons pas de façon comme vous. Marthe dut traverser cette ovation pour arriver près de sa mère. Elle l'embrassa et se retirait lorsque Félicité la retint, cherchant quelqu'un des yeux autour d'elle. Puis, ayant aperçu l'abbé Faujas, « Monsieur l'abbé, dit-elle en riant, êtes-vous un homme galant ?» L'abbé s'inclina. « Alors, ayez donc l'obligeance d'accompagner ma fille, vous qui demeurez dans la maison. Cela ne vous dérangera pas, et il y a un bout de ruelle noire qui n'est vraiment pas rassurant. » Marthe, de son air paisible, répondit qu'elle n'était pas une petite fille, qu'elle n'avait pas peur. Mais sa mère ayant insisté, disant qu'elle serait plus tranquille, elle accepta les bons soins de l'abbé. Et, comme celui-ci s'en allait avec elle, Félicité, qui les avait accompagnés jusqu'au palier, répéta à l'oreille du prêtre avec un sourire. « Rappelez-vous ce que j'ai dit. Plaisez aux femmes, si vous voulez que Plassans soit à vous. » Chapitre 7. Le soir même, Mouret, qui ne dormait pas, pressa Marthe de questions, voulant connaître les événements de la soirée. Elle répondit que tout s'était passé comme à l'habitude, qu'elle n'avait rien remarqué d'extraordinaire. Elle ajouta simplement que l'abbé Faujas l'avait accompagnée en causant avec elle de choses insignifiantes. Mouret fut très contrarié de ce qu'il appelait l'indolence de sa femme. « On pourrait bien s'assassiner chez ta mère, » dit-il en s'enfonçant la tête dans l'oreiller d'un air furieux. « Ce n'est certainement pas toi qui m'en apporterais la nouvelle. » Le lendemain, lorsqu'il rentra pour le dîner, il cria à Marthe du plus loin qu'il l'aperçut. « Je le savais bien, tu as des yeux pour ne pas voir, ma bonne. Ah, que je te reconnais là. Rester la soirée entière dans un salon sans seulement te douter de ce qu'on a dit et fait autour de toi. Mais toute la ville en cause, entends-tu? Je n'ai pu faire un pas sans rencontrer quelqu'un qui m'en parlât. »« De quoi donc, mon ami ?» demanda Marthe, étonnée. « Du beau succès de l'abbé Faujas, pardieu. On l'a mis à la porte du salon vert. »« Mais non, je t'assure, je n'ai rien vu de semblable. »« Eh, je te l'ai dit, tu ne vois rien. Sais-tu ce qu'il a fait à Besançon, l'abbé? Il a étranglé un curé, ou il a commis des faux. On ne peut pas affirmer au juste. N'importe, il paraît qu'on l'a joliment arrangé. Il était vert. C'est un homme fini. » Marthe avait baissé la tête,
laissant son mari triompher de l'échec du prêtre. Mouret était enchanté. « Je garde ma première idée, continua-t-il. Ta mère doit manigancer quelque chose avec lui. On m'a raconté qu'elle s'était montrée très aimable. C'est elle, n'est-ce pas, qui a prié l'abbé de t'accompagner. Pourquoi ne m'as-tu pas dit cela ?» Elle haussa doucement les épaules, sans répondre. « Tu es étonnante, vraiment, s'écria-t-il. Tous ces détails-là ont beaucoup d'importance. Ainsi, madame Paloc, que je viens de rencontrer, m'a dit qu'elle était restée avec plusieurs dames pour voir comment l'abbé sortirait. Ta mère s'est servie de toi pour protéger la retraite du calotin. Tu ne comprends donc pas ? Voyons, tâche de te souvenir. Que t'a-t-il dit en te ramenant ici ? » Il s'était assis devant sa femme. Il la tenait sous l'interrogation aiguë de ses petits yeux. « Mon Dieu, répondit-elle patiemment, il m'a dit des choses sans importance, des choses comme tout le monde peut en dire. Il a parlé du froid qui était très vif, de la tranquillité de la ville pendant la nuit, puis, je crois, de l'agréable soirée qu'il venait de passer. Ah, le Tartuffe! Et il ne t'a pas questionné sur ta mère, sur les gens qu'elle reçoit ? Non. D'ailleurs, le chemin n'est pas long, de la rue de la Banne, ici. Nous n'avons pas mis 3 minutes. Il marchait à côté de moi, sans me donner le bras. Il faisait de si grandes enjambées que j'étais presque forcée de courir. Je ne sais pas ce qu'on a à s'acharner ainsi après lui. Il n'a pas l'air heureux. Il grelottait, le pauvre homme, dans sa vieille soutane. Mouret n'était pas méchant. « Ça, c'est vrai, murmura-t-il. Il ne doit pas avoir chaud depuis qu'il gèle. » Puis, continua Marthe, nous n'avons pas à nous plaindre de lui. Il paye exactement, il ne fait pas de tapage. Où trouverais-tu un aussi bon locataire ? Nulle part, je le sais. Ce que j'en disais, tout à l'heure, c'était pour te montrer combien peu tu fais attention. Quand tu vas quelque part. Autrement, je connais trop la clique que ta mère reçoit pour m'arrêter à ce qui sort du fameux salon vert. Toujours des cancans, des menteries, des histoires bonnes à faire battre les montagnes. L'abbé n'a sans doute étranglé personne, pas plus qu'il ne doit avoir fait banqueroute. Je le disais à madame Paloc. Avant de déshabiller les autres, on ferait bien de laver son propre linge sale. Tant mieux si elle a pris cela pour elle. Mouret mentait. Il n'avait pas dit cela à madame Paloc. Mais la douceur de Marthe lui faisait quelque honte de la joie qu'il venait de témoigner au sujet des malheurs de l'abbé. Les jours suivants, il se mit nettement du côté du prêtre. Ayant rencontré plusieurs personnages qu'il détestait, M. de Bourdeux, M. Delangre, le docteur Porquier, il leur fit un magnifique éloge de l'abbé Faujas, pour ne pas dire comme eux, pour les contrarier et les étonner. C'était, à l'entendre, un homme tout à fait remarquable, d'un grand courage, d'une grande simplicité dans la pauvreté. Il fallait qu'il y eût vraiment des gens bien méchants, et il glissait des allusions sur les personnes que recevaient les Rougon, un tas d'hypocrites, de cafards, de sots vaniteux, qui craignaient l'éclat de la véritable vertu. Au bout de quelque temps, il avait fait absolument sienne la querelle de l'abbé. Il se servait de lui pour assommer la bande des Rastoil et la bande de la sous-préfecture. « Si cela n'est pas pitoyable, disait-il parfois à sa femme, oubliant que Marthe avait entendu un autre langage dans sa bouche. Voir des gens qui ont volé leur fortune on ne sait où, s'acharner ainsi après un pauvre homme qui n'a pas seulement 20 francs pour s'acheter une charretée de bois. Non, vois-tu, ces choses-là me révoltent. Moi, que diable, je puis me porter garant pour lui. Je sais ce qu'il fait, je sais comment il est, puisqu'il habite chez moi. Aussi, je ne leur mâche pas la vérité, je les traite comme ils le méritent, lorsque je les rencontre. Et je ne m'en tiendrai pas là. Je veux que l'abbé devienne mon ami. Je veux le promener à mon bras, sur le cours, pour montrer que je ne crains pas d'être vu avec lui, tout honnête homme et tout riche que je suis. D'abord, je te recommande d'être très aimable pour ces pauvres gens. Marthe souriait discrètement.
Elle était heureuse des bonnes dispositions de son mari à l'égard de leur locataire. Rose reçut l'ordre de se montrer complaisante. Le matin, quand il pleuvait, elle pouvait s'offrir pour faire les commissions de madame Faujas. Mais celle-ci refusa toujours l'aide de la cuisinière. Cependant, elle n'avait plus la raideur muette des premiers temps. Un matin, ayant rencontré Marthe, qui descendait du grenier où l'on conservait les fruits, elle causa un instant. Elle s'humanisa même, jusqu'à accepter 2 superbes poires. Ce furent ces 2 poires qui devinrent l'occasion d'une liaison plus étroite. L'abbé Faujas, de son côté, ne filait plus si rapidement le long de la rampe. Le frôlement de sa soutane sur les marches avertissait Mouret qui, presque chaque jour maintenant, se trouvait au bas de l'escalier, heureux de faire, comme il le disait, un bout de chemin avec lui. Il l'avait remercié du petit service rendu à sa femme, tout en le questionnant habilement pour savoir s'il retournerait chez les Rougon. L'abbé s'était mis à sourire. Il avouait sans embarras ne pas être fait pour le monde. Mouret fut charmé, s'imaginant entrer pour quelque chose dans la détermination de son locataire. Alors, il rêva de l'enlever complètement au salon vert, de le garder pour lui. Aussi, le soir où Marthe lui raconta que madame Faujas avait accepté 2 poires, vit-il là une heureuse circonstance qui allait faciliter ses projets. « Est-ce que réellement il n'allume pas de feu, au second, par le froid qu'il fait ?» demanda-t-il devant Rose. « Dame, monsieur, » répondit la cuisinière, qui comprit que la question s'adressait à elle, « ça serait difficile, puisque je n'ai jamais vu apporter le moindre fagot, à moins qu'ils ne brûlent leurs 4 chaises ou que madame Faujas ne monte du bois dans son panier. »« Vous avez tort de rire, Rose, » dit Marthe. « Ces malheureux doivent grelotter dans ces grandes chambres. »« Je crois bien, » reprit Mouret. « Il y a eu 10 degrés la nuit dernière, et l'on craint pour les oliviers. Notre pot à eau a gelé en haut. Ici, la pièce est petite, on a chaud tout de suite. » En effet, la salle à manger était soigneusement garnie de bourrelets, de façon que pas un souffle d'air ne passait par les fentes des boiseries. Un grand poêle de faïence entretenait là une chaleur de baignoire. L'hiver, les enfants lisaient ou jouaient autour de la table, tandis que Mouret, en attendant l'heure du coucher, forçait sa femme à faire un piquet, ce qui était un véritable supplice pour elle. Longtemps, elle avait refusé de toucher aux cartes, disant qu'elle ne savait aucun jeu, mais il lui avait appris le piquet, et dès lors, elle s'était résignée. « Tu ne sais pas, » continua-t-il, « il faut inviter les Faujas à venir passer la soirée ici. Comme cela, ils se chaufferont, au moins, pendant 2 ou 3 heures. Puis, ça nous fera une compagnie. Nous nous ennuierons moins. Invite-les, toi, ils n'oseront pas refuser. » Le lendemain, Marthe, ayant rencontré madame Faujas dans le vestibule, fit l'invitation. La vieille dame accepta sur-le-champ, au nom de son fils, sans le moindre embarras. « C'est bien étonnant qu'elle n'ait pas fait de grimaces, » dit Mouret. « Je croyais qu'il aurait fallu les prier davantage. L'abbé commence à comprendre qu'il a tort de vivre en loup. » Le soir, Mouret voulut que la table fût desservie de bonne heure. Il avait sorti une bouteille de vin cuit et fait acheter une assiétée de petits gâteaux. Bien qu'il ne fût pas large, il tenait à montrer qu'il n'y avait pas que les Rougon qui sussent faire les choses. Les gens du second descendirent, vers 8 heures. L'abbé Faujas avait une soutane neuve. Cela surprit Mouret si fort qu'il ne put que balbutier quelques mots en réponse aux compliments du prêtre. « Vraiment, monsieur l'abbé, tout l'honneur est pour nous. Voyons, mes enfants, donnez donc des chaises. » On s'assit autour de la table. Il faisait trop chaud, Mouret ayant bourré le poêle outre mesure, pour prouver qu'il ne regardait pas à une bûche de plus. L'abbé Faujas se montra très doux. Il caressa Désiré, interrogea les 2 garçons sur leurs études. Marthe, qui tricotait des bas, levait par instants les yeux, étonnée des inflexions souples de cette voix étrangère,
qu'elle n'était pas habituée à entendre dans la paix lourde de la salle à manger. Elle regardait en face le visage fort du prêtre, ses traits carrés, puis elle baissait de nouveau la tête, sans chercher à cacher l'intérêt qu'elle prenait à cet homme si robuste et si tendre, qu'elle savait très pauvre. Mouret, maladroitement, dévorait la soutane neuve du regard. Il ne put s'empêcher de dire avec un rire sournois : « Monsieur l'abbé, vous avez eu tort de faire toilette pour venir ici. Nous sommes sans façon, vous le savez bien. » Marthe rougit, mais le prêtre raconta gaiement qu'il avait acheté cette soutane dans la journée. Il la gardait pour faire plaisir à sa mère, qui le trouvait plus beau qu'un roi ainsi vêtu de neuf. « N'est-ce pas, mère ?» Madame Faujas fit un signe affirmatif, sans quitter son fils des yeux. Elle s'était assise en face de lui, elle le regardait sous la clarté crue de la lampe, d'un air d'extase. Puis on causa de toutes sortes de choses. Il semblait que l'abbé Faujas eût perdu sa froideur triste. Il restait grave, mais d'une gravité obligeante, pleine de bonhomie. Il écouta Mouret, lui répondit sur les sujets les plus insignifiants, parut s'intéresser à ses commérages. Celui-ci en était venu à lui expliquer la façon dont il vivait. « Ainsi, finit-il par dire, nous passons la soirée comme vous le voyez là. Jamais plus d'embarras. Nous n'invitons personne, parce qu'on est toujours mieux en famille. Chaque soir, je fais un piquet avec ma femme. C'est une vieille habitude. J'aurais de la peine à m'endormir autrement. » « Mais nous ne voulons pas vous déranger, » s'écria l'abbé Faujas. « Je vous en prie, en grâce, de ne pas vous gêner pour nous. »« Non, non, que diable, je ne suis pas un maniaque. Je n'en mourrai pas, pour une fois. » Le prêtre insista. Voyant que Marthe se défendait avec plus de vivacité encore que son mari, il se tourna vers sa mère, qui restait silencieuse, les deux mains croisées devant elle. « Mère, lui dit-il, faites donc un piquet avec monsieur Mouret. » Elle le regarda attentivement dans les yeux. Mouret continuait à s'agiter, refusant, déclarant qu'il ne voulait pas troubler la soirée. Mais, quand le prêtre lui eut dit que sa mère était d'une jolie force, il faiblit, il murmura : « Vraiment ? Alors, si madame le veut absolument, si cela ne contrarie personne… » « Allons, mère, faites une partie, » répéta l'abbé Faujas d'une voix plus nette. « Certainement, » répondit-elle enfin, « ça me fera plaisir. Seulement, il faut que je change de place. »« Pardieu, ce n'est pas difficile, » reprit Mouret enchanté. « Vous allez changer de place avec votre fils. Monsieur l'abbé, ayez donc l'obligeance de vous mettre à côté de ma femme. Madame va s'asseoir là, à côté de moi. Vous voyez, c'est parfait maintenant. » Le prêtre, qui s'était d'abord assis en face de Marthe, de l'autre côté de la table, se trouva ainsi poussé auprès d'elle. Ils furent même comme isolés à un bout, les joueurs ayant rapproché leurs chaises pour engager la lutte. Octave et Serge venaient de monter dans leur chambre. Désiré, comme à son habitude, dormait sur la table. Quand 10 heures sonnèrent, Mouret, qui avait perdu une première partie, ne voulut absolument pas aller se coucher. Il exigea une revanche. Madame Faujas consulta son fils d'un regard. Puis, de son air tranquille, elle se mit à battre les cartes. Cependant, l'abbé échangeait à peine quelques mots avec Marthe. Ce premier soir, il parla de choses indifférentes, du ménage, du prix des vivres à Plassans, des soucis que les enfants causent. Marthe répondait obligeamment, levant de temps à autre son regard clair, donnant à la conversation un peu de sa lenteur sage. Il était près de 11 heures lorsque Mouret jeta ses cartes avec quelque dépit. « Allons, j'ai encore perdu, dit-il. Je n'ai pas eu une belle carte de la soirée. Demain, j'aurai peut-être plus de chance. À demain, n'est-ce pas, madame ?» Et comme l'abbé Faujas s'excusait, disant qu'il ne voulait pas abuser, qu'il ne pouvait les déranger ainsi chaque soir. « Mais vous ne nous dérangez pas, s'écria-t-il. Vous nous faites plaisir. D'ailleurs, que diable, je perds, madame ne peut me refuser une partie. »
Quand ils eurent accepté et qu'ils furent remontés, Mouret bougonna, se défendit d'avoir perdu. Il était furieux. « La vieille est moins forte que moi, j'en suis sûr, dit-il à sa femme. Seulement, elle a des yeux. C'est à croire qu'elle triche, ma parole d'honneur. Demain, il faudra voir. » Dès lors, chaque jour, régulièrement, les Faujas descendirent passer la soirée avec les Mouret. Il s'était engagé une bataille formidable entre la vieille dame et son propriétaire. Elle semblait se jouer de lui, le laisser gagner juste assez pour ne pas le décourager, ce qui l'entretenait dans une rage sourde, d'autant plus qu'il se piquait de jouer fort joliment le piquet. Lui rêvait de la battre pendant des semaines entières, sans lui laisser prendre une partie. Elle gardait un sang-froid merveilleux. Son visage carré de paysanne restait muet, ses grosses mains abattaient les cartes avec une force et une régularité de machine. Dès 8 heures, ils s'asseyaient tous deux à leur bout de table, s'enfonçant dans leur jeu, ne bougeant plus. À l'autre bout, aux 2 côtés du poêle, l'abbé Faujas et Marthe étaient comme seuls. L'abbé avait un mépris d'homme et de prêtre pour la femme. Il l'écartait, ainsi qu'un obstacle honteux, indigne d'effort. Malgré lui, ce mépris perçait souvent dans une parole plus rude. Et Marthe, alors, prise d'une anxiété étrange, levait les yeux avec une de ces peurs brusques qui font regarder derrière soi si quelque ennemi caché ne va pas lever le bras. D'autres fois, au milieu d'un rire, elle s'arrêtait brusquement en apercevant sa soutane. Elle s'arrêtait, embarrassée, étonnée de parler ainsi avec un homme qui n'était pas comme les autres. L'intimité fut longue à s'établir entre eux. Jamais l'abbé Faujas n'interrogea nettement Marthe sur son mari, ses enfants, sa maison. Peu à peu, il n'en pénétra pas moins dans les plus minces détails de leur histoire et de leur existence actuelle. Chaque soir, pendant que Mouret et madame Faujas se battaient rageusement, il apprenait quelque fait nouveau. Une fois, il fit la remarque que les 2 époux se ressemblaient étonnamment. « Oui, » répondit Marthe avec un sourire. « Quand nous avions 20 ans, on nous prenait pour le frère et la sœur. C'est même un peu ce qui a décidé notre mariage. On plaisantait, on nous mettait toujours à côté l'un de l'autre, on disait que nous ferions un joli couple. La ressemblance était si frappante que le digne monsieur Compan, qui pourtant nous connaissait, hésitait à nous marier. « Mais vous êtes cousin et cousine ?» demanda le prêtre. « En effet, » dit-elle en rougissant légèrement. « Mon mari est un Macquart, moi je suis une Rougon. » Elle se tut un instant, gênée, devinant que le prêtre connaissait l'histoire de sa famille, célèbre à Plassans. Les Macquart étaient une branche bâtarde des Rougons. « Le plus singulier, reprit-elle pour cacher son embarras, c'est que nous ressemblons tous les 2 à notre grand-mère. La mère de mon mari lui a transmis cette ressemblance, tandis que, chez moi, elle s'est reproduite à distance. On dirait qu'elle a sauté par-dessus mon père. » Alors l'abbé cita un exemple semblable dans sa famille. Il avait une sœur qui était, paraissait-il, le vivant portrait du grand-père de sa mère. La ressemblance, dans ce cas, avait sauté 2 générations. Et sa sœur rappelait en tout le bonhomme par son caractère, les habitudes, jusqu'aux gestes et au son de la voix. « C'est comme moi, » dit Marthe. « J'entendais dire, quand j'étais petite, c'est tante Dide tout craché. » La pauvre femme est aujourd'hui aux Tulettes. Elle n'avait jamais eu la tête bien forte. Avec l'âge, je suis devenue tout à fait calme. Je me suis mieux portée. Mais, je me souviens, à 20 ans, je n'étais guère solide. J'avais des vertiges, des idées baroques. Tenez, je ris encore quand je pense quelle étrange gamine je faisais. « Et votre mari ? » ?»« Oh, lui tient de son père, un ouvrier chapelier, une nature sage et méthodique. Nous nous ressemblions de visage, mais pour le dedans, c'était autre chose. À la longue, nous sommes devenus tout à fait semblables. Nous étions si tranquilles dans nos magasins de Marseille.
J'ai passé là 15 années qui m'ont appris à être heureuse chez moi au milieu de mes enfants. » L'abbé Faujas, chaque fois qu'il la mettait sur ce sujet, sentait en elle une légère amertume. Elle était certainement heureuse, comme elle le disait, mais il croyait deviner d'anciens combats dans cette nature nerveuse, apaisée aux approches de la quarantaine. Et il s'imaginait ce drame, cette femme et ce mari, parents de visage, que toute leur connaissance jugeait faits l'un pour l'autre, tandis que, au fond de leur être, le levain de la bâtardise, la querelle des sangs mêlés et toujours révoltés, irritait l'antagonisme de deux tempéraments différents. Puis, il s'expliquait les détentes fatales d'une vie réglée, l'usure des caractères par les soucis quotidiens du commerce, l'assoupissement de ces deux natures dans cette fortune gagnée en 15 années, mangée modestement au fond d'un quartier désert de petite ville. Aujourd'hui, bien qu'ils fussent encore jeunes tous les deux, il ne semblait plus y avoir en eux que des cendres. L'abbé essaya habilement de savoir si Marthe était résignée. Il la trouvait très raisonnable. « Non, disait-elle, je me plais chez moi. Mes enfants me suffisent. Je n'ai jamais été très gaie. Je m'ennuyais un peu, voilà tout. Il m'aurait fallu une occupation d'esprit que je n'ai pas trouvée. Mais à quoi bon? Je me serais peut-être cassé la tête. Je ne pouvais seulement pas lire un roman sans avoir des migraines affreuses. Pendant 3 nuits, tous les personnages me dansaient dans la cervelle. Il n'y a que la couture qui ne m'a jamais fatiguée. Je reste chez moi, pour éviter tous ces bruits du dehors, ces commérages, ces niaiseries qui me fatiguent. » Elle s'arrêtait parfois, regardait Désirée endormie sur la table, souriant dans son sommeil de son sourire d'innocente. « Pauvre enfant, murmurait-elle, elle ne peut pas même coudre, elle a des vertiges tout de suite. Elle n'aime que les bêtes. Quand elle va passer 1 mois chez sa nourrice, elle vit dans la basse-cour et elle me revient les joues roses, toute bien portante. » Et elle reparlait souvent des Tulettes avec une peur sourde de la folie. L'abbé Faujas sentit ainsi un étrange effarement au fond de cette maison si paisible. Marthe aimait certainement son mari d'une bonne amitié, seulement il entrait dans son affection une crainte des plaisanteries de Mouret, de ses taquineries continuelles. Elle était aussi blessée de son égoïsme, de l'abandon où il la laissait. Elle lui gardait une vague rancune de la paix qu'il avait faite autour d'elle, de ce bonheur dont elle se disait heureuse. Quand elle parlait de son mari, elle répétait « Il est très bon pour nous. Vous devez l'entendre crier quelquefois. C'est qu'il aime l'ordre en toutes choses, voyez-vous, jusqu'à en être ridicule, souvent. Il se fâche pour un pot de fleurs dérangé dans le jardin, pour un jouet qui traîne sur le parquet. Autrement, il a bien raison de n'en faire qu'à sa tête. Je sais qu'on lui en veut, parce qu'il a amassé quelque argent et qu'il continue à faire, de temps à autre, de bons coups, tout en se moquant des bavardages. On le plaisante aussi à cause de moi. On dit qu'il est avare, qu'il me tient à la maison, qu'il me refuse jusqu'à des bottines. Ce n'est pas vrai. Je suis absolument libre. Sans doute, il préfère me trouver ici quand il rentre, au lieu de me savoir toujours par les rues, à me promener ou à rendre des visites. D'ailleurs, il connaît mes goûts. Qu'irais-je chercher au dehors? Lorsqu'elle défendait Mouret contre les bavardages de Plassans, elle mettait dans ses paroles une vivacité soudaine, comme si elle avait eu le besoin de le défendre également contre des accusations secrètes qui montaient d'elle-même. Et elle revenait avec une inquiétude nerveuse à cette vie du dehors. Elle semblait se réfugier dans l'étroite salle à manger, dans le vieux jardin au grand buis, prise de la peur de l'inconnu, doutant de ses forces, redoutant quelque catastrophe. Puis elle souriait de cette épouvante d'enfant, elle haussait les épaules, se remettait lentement à tricoter son bas et à raccommoder quelques vieilles chemises. Alors, l'abbé Faujas n'avait plus devant lui qu'une bourgeoise froide, au teint reposé, aux yeux pâles,
qui mettait dans la maison une odeur de linge frais et de bouquets cueillis à l'ombre. 2 mois se passèrent ainsi. L'abbé Faujas et sa mère étaient entrés dans les habitudes des Mouret. Le soir, chacun avait sa place marquée autour de la table. La lampe était à la même place, les mêmes mots des joueurs tombaient dans les mêmes silences, dans les mêmes paroles adoucies du prêtre et de Marthe. Mouret, lorsque madame Faujas ne l'avait pas trop brutalement battu, trouvait ses locataires des gens très comme il faut. Toute sa curiosité de bourgeois inoccupé s'était calmée dans le souci des parties de la soirée. Il n'épiait plus l'abbé, disant que maintenant il le connaissait bien, qu'il le tenait pour un brave homme. « Laissez-moi donc tranquille !» criait-il à ceux qui attaquaient l'abbé Faujas devant lui. « Vous faites un tas d'histoires, vous allez chercher midi à 14 heures, lorsqu'il est si aisé d'expliquer les choses simplement. Que diable ! Je le sais sur le bout du doigt. Il me fait l'amitié de venir passer toutes ces soirées avec nous. Ah, ce n'est pas un homme qui se prodigue. Je comprends qu'on lui en veuille et qu'on l'accuse de fierté. » Mouret jouissait d'être le seul dans Plassans qui pût se vanter de connaître l'abbé Faujas. Il abusait même un peu de cet avantage. Chaque fois qu'il rencontrait madame Rougon, il triomphait. Il lui donnait à entendre qu'il lui avait volé son invité. Celle-ci se contentait de sourire finement. Avec ses intimes, Mouret poussait les confidences plus loin. Il murmurait que ces diables de prêtres ne peuvent rien faire de la même façon que les autres hommes. Il racontait alors des petits détails, la façon dont l'abbé buvait, dont il parlait aux femmes, dont il tenait les genoux écartés sans jamais croiser les jambes. Légères anecdotes où il mettait son effarement inquiet de libre penseur en face de cette mystérieuse soutane tombant jusqu'au talon de son hôte. Les soirées se succédant, on était arrivé au 1er jour de février. Dans leur tête-à-tête, il semblait que l'abbé Faujas évitât soigneusement de causer religion avec Marthe. Elle lui avait dit une fois, presque gaiement, « Non, monsieur l'abbé, je ne suis pas dévote, je ne vais pas souvent à l'église. Que voulez-vous? À Marseille, j'étais toujours très occupée. Maintenant, j'ai la paresse de sortir. Puis, je dois vous l'avouer, je n'ai pas été élevée dans des idées religieuses. Ma mère disait que le bon Dieu venait chez nous. » Le prêtre s'était incliné sans répondre, voulant faire entendre par là qu'il préférait ne pas causer de ces choses en de telles circonstances. Cependant, un soir, il traça le tableau du secours inespéré que les âmes souffrantes trouvent dans la religion. Il était question d'une pauvre femme que des revers de toutes sortes venaient de conduire au suicide. « Elle a eu tort de désespérer, » dit le prêtre de sa voix profonde. « Elle ignorait sans doute les consolations de la prière. J'en ai vu souvent venir à nous, pleurante, brisée, et elle s'en allait avec une résignation vainement cherchée ailleurs, une joie de vivre. C'est qu'elles s'étaient agenouillées, qu'elles avaient goûté le bonheur de s'humilier dans un coin perdu de l'église. Elles revenaient, elles oubliaient tout, elles étaient à Dieu. » Marthe avait écouté d'un air rêveur ces paroles, dont les derniers mots s'alanguirent sur un ton de félicité extra-humaine. « Oui, ce doit être un bonheur, » murmura-t-elle, comme se parlant à elle-même. « J'y ai songé parfois, mais j'ai toujours eu peur. » L'abbé ne touchait que très rarement à de tels sujets. Au contraire, il parlait souvent charité. Marthe était très bonne. Les larmes montaient à ses yeux au récit de la moindre infortune. Lui paraissait se plaire à la voir ainsi frissonnante de pitié. Il avait chaque soir quelque nouvelle histoire touchante. Il la brisait d'une compassion continue qui la faisait s'abandonner. Elle laissait tomber son ouvrage, joignait les mains, la face toute douloureuse, le regardant, pendant qu'il entrait dans des détails navrants sur les gens qui meurent de faim, sur les malheureux que la misère pousse aux méchantes actions. Alors, elle lui appartenait. Il aurait fait d'elle ce qu'il aurait voulu. Et souvent, à l'autre bout de la salle, une querelle éclatait entre Mouret et madame Faujas, sur un 14 de roi annoncé à tort, ou sur une carte reprise dans un écart. Ce fut vers le milieu de février
qu'une déplorable aventure vint consterner Plassans. On découvrit qu'une bande de toutes jeunes filles, presque des enfants, avait glissé à la débauche en galopinant dans les rues. Et l'affaire n'était pas seulement entre gamins du même âge, on disait que des personnages bien posés allaient se trouver compromis. Pendant 8 jours, Marthe fut très frappée de cette histoire, qui faisait un bruit énorme. Elle connaissait une des malheureuses, une blondine qu'elle avait souvent caressée et qui était la nièce de sa cuisinière Rose. Elle ne pouvait plus penser à cette pauvre petite, disait-elle, sans avoir un frisson par tout le corps. « Il est fâcheux, lui dit un soir l'abbé Faujas, qu'il n'y ait pas à Plassans une maison pieuse sur le modèle de celle qui existe à Besançon. » Et, pressé de questions par Marthe, il lui dit ce qu'était cette maison pieuse. Il s'agissait d'une sorte de crèche pour les filles d'ouvriers, pour celles qui ont de 8 à 15 ans et que les parents sont obligés de laisser seules au logis, en se rendant à leur ouvrage. On les occupait, dans la journée, à des travaux de couture, puis, le soir, on les rendait aux parents, lorsque ceux-ci rentraient chez eux. De cette façon, les pauvres enfants grandissaient loin du vice, au milieu des meilleurs exemples. Marthe trouva l'idée généreuse. Peu à peu, elle en fut envahie au point qu'elle ne parlait plus que de la nécessité de créer à Plassans une maison semblable. On la placerait sous le patronage de la Vierge, insinuait l'abbé Faujas. Mais que de difficultés à vaincre. Vous ne savez pas les peines que coûte la moindre bonne œuvre. Il faudrait, pour conduire à bien une telle œuvre, un cœur maternel, chaud, tout dévoué. Marthe baissait la tête, regardait Désiré endormi à son côté, sentait des larmes au bord de ses paupières. Elle s'informait des démarches à faire, des frais d'établissement, des dépenses annuelles. « Voulez-vous m'aider ?» demanda-t-elle un soir, brusquement, au prêtre. L'abbé Faujas, gravement, lui prit une main, qu'il garda un instant dans la sienne, en murmurant qu'elle avait une des plus belles âmes qu'il eût encore rencontrées. Il acceptait, mais il comptait absolument sur elle. Lui pouvait bien peu. C'était elle qui trouverait dans la ville des dames pour former un comité, qui réunirait les souscriptions, qui se chargerait, en un mot, des détails si délicats, si laborieux d'un appel à la charité publique. Et il lui donna un rendez-vous dès le lendemain à Saint-Saturnin pour la mettre en rapport avec l'architecte du diocèse, qui pourrait, beaucoup mieux que lui, la renseigner sur les dépenses. Ce soir-là, en se couchant, Mouret était fort gai. Il n'avait pas laissé prendre une partie à madame Faujas. « Tu as l'air tout heureux, ma bonne, dit-il à sa femme. Hein ? Tu as vu comme je lui ai flanqué sa quinte par terre ? Elle en était retournée, la vieille. » Et, comme Marthe sortait d'une armoire une robe de soie, il lui demanda avec surprise si elle comptait sortir le lendemain. Il n'avait rien entendu en bas. « Oui, répondit-elle, j'ai des courses. J'ai un rendez-vous à l'église avec l'abbé Faujas pour des choses que je te dirai. » Il resta planté devant elle, stupéfait, la regardant, pour voir si elle ne se moquait pas de lui. Puis, sans se fâcher, de son air goguenard. « Tiens, tiens, murmura-t-il, je n'avais pas vu ça. Voilà que tu donnes dans la calotte, maintenant.